À l'école, on a tous été confrontés aux chamailleries, aux moqueries, qui d'ailleurs perdurent à l'âge adulte sous d'autres formes souvent moins innocentes. Aujourd'hui, avec le phénomène d'amplification des réseaux sociaux, les petites moqueries et pressions peuvent vite devenir très toxiques et virer au harcèlement. Alors comment détecter l'entrée en jeu d'une toxicité à l'école? Et quel est le point de rupture entre les petites bagarres de chatons qui s'entraînent et la bascule vers le harcèlement? Si vous en avez marre de vous sentir sous pression et de subir les multiples impacts du stress toxique sur le cœur, le corps et le mental, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers du podcast Hors de portée, qui vous insuffle l'art discret de désamorcer l'emprise, la domination, les violences invisibles et leurs douloureuses répercussions. Vous pourrez y découvrir les puissants atouts de l'intelligence synergique pour déjouer les toxicités, construire des stratégies de sortie, développer des méthodes personnalisées de sécurisation et de décision en toute sérénité, évacuer les pressions et désactiver le stress chronique qui y sont associés, booster le sens et la joie de vivre qui sont les meilleurs antidotes aux toxicités et enfin, découvrir et créer un nouvel art de vivre votre liberté. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast Hors de portée, je vais tenter de clarifier comment détecter les toxicités et à quel moment elles peuvent devenir dangereuses, même dans un contexte scolaire pour nos enfants. Avec l'accord de mon fils, je vous partage l'essentiel d'une expérience de harcèlement qu'il a vécue à l'école primaire. Et oui, ça peut commencer très tôt. Elle a débuté d'abord silencieusement, dès les premières semaines de la rentrée. Et elle a duré, jusqu'à Pâques. Et c'est long pour un enfant. Pourtant, le directeur de l'école était formé au harcèlement. Mais le maître, plutôt version antique si je peux me permettre, n'était pas vraiment à jour de ce point de vue-là. Il est donc pas si facile de faire la différence entre chamaillerie et toxicité, même dès le plus jeune âge. Mon jeune fils était d'abord enthousiaste de retrouver les copains. Il est très social, voire populaire avec sa gentillesse. Mais très vite, il a manifesté ses premières hésitations, qui se sont rapidement transformées en freins. Le matin, lui qui aimait toujours courir tout de suite retrouver les copains, il attendait jusqu'à la dernière minute à mes côtés pour rejoindre sa classe. Et puis plus tard, il avait plus envie d'aller à la cantine. Mais plus du tout. Alors j'ai pensé d'abord à un souci d'alimentation ou de résistance scolaire. J'ai envisagé tous les scénarios possibles. Mais c'est difficile à valider parce que mon enfant est resté silencieux ou minimisait tellement ce qu'il vivait. J'ai quand même pu comprendre d'où ça venait, avec beaucoup de patience, et de qui il parlait avec une grande timidité. J'ai donc fini par prendre rendez-vous avec le directeur en expliquant la situation, d'abord avec mon fils, et puis sans mon fils. Les parents ont interdiction de parler entre eux de ce type de problème qui souvent les dépasse. Ils ont aussi interdiction d'en parler avec les enfants concernés. On se sent franchement impuissant de ne pouvoir régler le problème en toute simplicité. C'est donc le directeur qui prend en charge et suit la procédure de désamorçage du harcèlement, d'abord individuel, qui ensuite est devenu collectif, parce que le petit leader excessif a entraîné son meilleur pote dans son sillage et ça a vite fait boule de neige. En avril, malgré les améliorations constatées, je n'en pouvais plus de voir mon fils aller à l'école dans la crainte. Et à reculons. J'ai donc pris la décision d'en parler franchement avec l'enfant qui me paraissait intelligent, les parents étant tout à fait hermétiques à toute discussion objective pour améliorer une situation qui n'avait pour moi que trop duré et pour mon fils. L'occasion m'en a été offerte au club de tennis, où en plus, ils jouaient ensemble. En croisant son chemin, à l'arrivée, je lui ai proposé gentiment, et s'est d'abord fortement défendu,
en renvoyant toute la responsabilité sur mon fils. Bon, j'ai accepté sa défense et je lui ai posé une question. Est-ce que tu sais que les guerres dans le monde commencent comme ça? Il a ouvert de grands yeux. Je me suis dit, tiens, c'est un enfant qui réfléchit. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux dans ta vie? Alors il a baissé la tête, il a secoué la tête tristement, et dans son intelligence à la fois rationnelle et émotionnelle. C'était une chance et un cadeau, parce que s'il avait été vraiment perverti, j'aurais dû changer mon fils d'école. La limite est là. Sans intelligence de cœur, il n'y a guère de solution de sortie. Après nos échanges avec cet enfant, qui était par ailleurs suivi par un psy parce qu'il était très agité et nerveux, la tension entre nos deux enfants est tombée rapidement, et mon fils a même pu trouver avec lui un terrain d'entente cordial qui a apaisé tout le monde. La capacité de compréhension des enfants est parfois plus étendue qu'on ne croit, si on leur offre la reconnaissance de leur souffrance mutuelle et des pistes de réflexion apaisantes, même à leur âge. Cette situation montre bien la difficulté à déterminer la gravité des choses et le degré de toxicité. Les zones de détection de la toxicité résident beaucoup dans les nuances émotionnelles et se délimitent dans le cadre des valeurs personnelles et culturelles. Mais une chose est sûre, une situation de déséquilibre devient toxique quand elle est récurrente, quand elle dure dans le temps, quand elle entraîne des impacts sur la santé physique et psychique, quand les émotions sont exacerbées, quand les intentions cachées induisent des comportements agressifs ou de fortes résistances contraires aux intentions affichées, quand toutes les solutions de compromis et non de compromission sont épuisées, et quand elle n'est plus du tout génératrice de progrès, d'échanges, de réflexion, d'actions correctrices, de changements ou d'évolutions positives où chacun s'y retrouve. Les 4 lanceurs d'alerte d'une montée en toxicité visible ou invisible, que ce soit entre enfants ou adultes, sont toujours les mêmes. Je dirais même qu'il y en a 6. Ça commence par l'exacerbation des émotions, et puis il y a des changements de comportement, et puis des silences évocateurs, des impacts psychiques et physiques, la récurrence systématique et la durée dans le temps sans solution. Alors, prenez bien soin de vos émotions, ou de celles de vos proches, ou de votre entourage, car leurs messages sont précieux tant dans la prévention que dans l'anticipation. Vous venez d'écouter un épisode du FreeCast Hors de portée, l'art discret de désamorcer les toxicités et leurs répercussions. Si ces mots ont touché une part de vous, c'est peut-être que vous naviguez dans un contexte de stress chronique ou une forme de toxicité, de près ou de loin, et qu'il est temps de réaligner cœur, corps et esprit pour mettre l'intelligence synergique au service de votre liberté intérieure. Dans les prochains épisodes, je dévoilerai pas à pas, en seul ou en compagnie éclairée, nos découvertes, nos stratégies d'apaisement, de sécurisation et de libération, ainsi que des outils concrets qui transforment le stress chronique en sérénité. Ils sont également approfondis et personnalisés en séances d'accompagnement, en ateliers sécurisants ou en formation. Pour nous aider à faire bouger les lignes vers l'humanisation, vous êtes invités à vous abonner, à liker et à partager vos questions ou votre témoignage en commentaire, ou par mail en toute discrétion, via l'adresse indiquée dans la description. L'expression libre dans un contexte de douceur sécurisante est déjà un pas vers des solutions de libération. Merci pour votre écoute attentive et pour cette précieuse invitation à vous écouter. Je vous souhaite une belle journée pleine de respect, d'espoir, de joie et de paix qui sont les meilleurs antidotes aux toxicités. On se retrouve très bientôt sur la route du sens pour cultiver ensemble un nouvel art de vivre votre liberté. Touche finale. Les situations présentées dans ce podcast
sont anonymisées et retravaillées pour les besoins de l'analyse. Même si elles sont inspirées de certaines réalités, comme dans les films, elles conservent la subjectivité de la fiction et celle de l'auteur, sans compter la perception des auditeurs.